Vaison-la-Romaine. Pour la plupart des Français, ce nom évoque une commune typique de la Provence. Mais pour d'autres, Vaison-la-Romaine est un nom qui résonne encore comme celui d'un drame. Lorsqu'une petite rivière de quelques centimètres de profondeur monta à plus de 17 mètres de haut, emportant tout sur son passage. Des maisons, des caravanes et bien sûr, des hommes. 46 personnes trouveront la mort. Qu'est-il arrivé ce jour du 22 septembre 1992? Comment expliquer cette soudaine montée des eaux de l'Ouvèze? Pourquoi aucune alerte n'a permis de prévenir la catastrophe? Et comment l'eau a-t-elle réussi à attaquer la structure même de certaines constructions? On n'a même pas eu la possibilité d'être alerté plus tôt. Notre enquête nous a menés auprès des spécialistes du sujet, des experts en phénomènes climatiques et en hydrologie. Cette ligne d'orage s'est bloquée à un moment. Il faut comprendre que la rivière, c'est un peu comme un entonnoir. Ça fait un phénomène de blocage naturel et ça monte jusqu'à 17 mètres. En fait, l'eau va progressivement éroder la berge et venir affouiller les fondations des murs. Des responsables comme le maire de l'époque et des pompiers de Vaison-la-Romaine. Personne ne pouvait résister à la puissance de l'eau qu'il y avait à ce moment-là. Je ne savais même pas combien on avait ramassé de gens. Je souhaite à aucun pompier, à personne de voir et de subir ce qu'on a subi. Mais aussi des survivants. On pensait que c'était la fin, hein. Ça réellement, on a pensé que c'était la fin. Voici l'histoire du drame de Vaison-la-Romaine. Une catastrophe hors de contrôle. Nous sommes à Vaison-la-Romaine, dans le sud-est de la France. Malgré la fin de la saison touristique, les vacanciers sont encore très présents. Il faut dire que la ville offre un cadre idyllique pour qui aime passer quelques jours au soleil. Une carte postale parfaite de la Provence avec son centre-ville pittoresque et son fameux pont gallo-romain vieux de 2000 ans, surplombant la petite rivière de l'Ouvèze. Mais surtout, Vaison-la-Romaine dispose d'une situation géographique unique, entourée de reliefs montagneux. Au nord, les collines du massif des Baronnies. Au sud, celles des dentelles de Montmirail. Et enfin, plus à l'ouest, celle du célèbre Mont Ventoux, qui culmine à plus de 1900 mètres. Difficile de l'imaginer, mais pourtant c'est ce même environnement exceptionnel qui sera la cause principale d'une catastrophe sans précédent. Lundi 21 septembre 1992. C'est un jour comme les autres à Vaison-la-Romaine. Mais malheureusement pour les derniers touristes, les prévisions météo de ces prochaines 24 heures ne sont pas très bonnes. Bonsoir, demain c'est l'automne et pour son arrivée, il nous offre une petite perturbation. Donc nous aurons un temps gris avec généralisation de pluie et des orages parfois violents et ce sur toute la région. Seul la Corse sera... Le bulletin prévoit un épisode de forte intensité va arriver dans le sud-est de la France, en concernant notamment les départements Hérault, Vaucluse et Gard. C'est tout à fait normal à cette époque puisque c'est de la fin d'été jusque vers fin novembre. La saison privilégiée ce qu'on appelle des épisodes cévenols, des épisodes méditerranéens, qui donc voient se développer des forts orages sur nos régions du sud-est. Un épisode cévenol ou méditerranéen est un phénomène bien connu dans la région. Après l'été, l'air chaud provenant de la Méditerranée se charge en humidité. En remontant vers le nord,
cette vapeur se heurte à l'air froid qui descend du pôle Nord. La rencontre de ces deux masses d'air provoque alors de violents orages. C'est ce que les météorologues redoutent dans les prochaines heures. Malgré cela, Vaison-la-Romaine devrait être relativement épargnée. D'ailleurs, sur place, personne ne s'en inquiète. À l'époque, Claude Haut est le maire de Vaison-la-Romaine. Lui, comme ses homologues, a reçu un bulletin d'alerte en provenance de Météo France, indiquant une possible lame d'eau de l'ordre de 150 à 200 mm, l'équivalent de 4 à 6 mois de pluie en l'espace de quelques heures, mais il est loin de paniquer. Cette prévision de météo ne nous a pas du tout inquiétés. J'ai reçu un message de la météo me disant que nous allions avoir un épisode pluvieux important le lendemain au sud du Ventoux. Le problème, c'est que nous sommes, nous, à Vaison-la-Romaine, au nord du Ventoux. Donc, c'était un message qui, a priori, ne nous était pas totalement destiné. Selon ce bulletin météo, les précipitations les plus fortes devraient se concentrer sur le flanc sud du mont Ventoux. Protégé par cette barrière naturelle que forme le massif montagneux, Vaison-la-Romaine ne devrait a priori connaître que de forts orages, accompagnés de quelques pluies. Mais pour les météorologues, impossible de certifier à 100% ce scénario. On sait que ça va être une situation exceptionnelle et très sévère. On ne sait pas exactement quelle ville précisément peut être touchée. 3 cumulus à 2300 pieds. C'est désormais certain, ces précipitations seront exceptionnelles. Mais les scientifiques sont confrontés à un obstacle de taille. Il est très difficile à cette époque de préciser clairement quel département et a fortiori quelle ville va être touchée. À cette époque, les modèles de prévision ne font que des calculs, si je peux dire, grossiers. Et pour cause, en 1992, les techniques météo sont loin d'être efficaces. À cette époque, on n'avait pas les mêmes moyens. Au niveau de la modélisation de l'atmosphère, on avait ce qu'on appelle des modèles à mailles larges, sur des mailles de 20 à 50 km, qui n'étaient pas vraiment capables de voir ces petites cellules orageuses très stationnaires. Quand bien même la pluie viendrait à tomber, il n'y a qu'un seul radar météo pour couvrir toute la zone. Et ce dernier est basé à près de 85 km d'ici, à Nîmes. Difficile dans ces conditions d'apporter des indications précises en temps réel. En France, on démarrait l'observation de la pluie par des radars. Alors un radar météorologique, qu'est-ce que c'est? C'est un appareil qui mesure les gouttes de pluie, un peu comme le radar qui vous flash sur l'autoroute, sauf que là, au lieu de vous flasher vous, ça va flasher les gouttes de pluie. Et donc ça tourne à 360 degrés autour de lui. Et ça va viser les nuages et ça va permettre de voir les gouttes de pluie qui tombent et estimer la quantité de pluie d'eau au sol. Prévoir où va se situer un orage, c'est un peu comme si vous faisiez de la confiture et vous regardez votre chaudron, donc ça chauffe. Vous allez avoir de la convection, vous allez avoir des bulles qui vont se former puis qui vont éclater dans votre chaudron. C'est un peu comme si d'essayer de prévoir où va éclater la première bulle. Une menace gronde, mais où va-t-elle agir? Et qui en sera la victime? À cet instant, les météorologues n'ont aucune réponse à apporter et ils n'imaginent pas combien la situation est en réalité catastrophique. Mardi 22 septembre 1992. Comme ils l'avaient prévu la veille, les météorologues voient les premiers nuages couvrir le ciel de la région et avec eux, des précipitations qui s'annoncent de plus en plus violentes. « 24 heures après le bulletin météo annonçant le mauvais temps, les Vaisonnais voient tomber les premières pluies. Pour Claude Haut, le maire, comme pour la plupart de ses concitoyens, il n'y a rien d'inquiétant. Après tout,
la plus grave inondation qu'a connue la ville remonte à près de 4 siècles. Il pleut, une pluie, je dirais comme on en connaît beaucoup chez nous, hein, ça n'a rien d'extraordinaire, mais avec quand même déjà cette idée que c'est bizarre, il fait nuit. Il fait sombre, très sombre. J'ai jamais vu un ciel comme il y avait ce jour-là. Il y avait donc les lumières de l'éclairage public qui fonctionnaient comme en pleine nuit. On a un ciel d'encre, on a ces cumulonimbus qui bourgeonnent au-dessus de la région. Le ciel est très bas. Alors il faut savoir que les cumulonimbus, hein, ce sont quand même des nuages qui font 10 à 12 km d'épaisseur. Ils sont particulièrement puissants. Et là, c'était gris, c'était noir. On voyait que vraiment, c'était chargé. On a commencé à entendre tourner au niveau des baronnies, au niveau du Ventoux. Et on voit qu'il va faire un bon petit orage. Ce ciel jaunâtre, verdâtre, quelque chose de pas habituel. Je dis pas anormal, mais je dis pas habituel. Une espèce de chaleur, une moiteur, une obscurité, mi-journée quand même, un 22 septembre, tout à fait étonnante. En réalité, ce ciel d'encre annonce le pire. Les nuages sont de taille importante, mais surtout c'est leur position qui pose problème. Car depuis déjà plusieurs dizaines de minutes, ils n'ont pas bougé. Pour une raison que les météorologues ont encore du mal à prévoir et à comprendre, cette ligne d'orage s'est bloquée à un moment. Hein, donc au lieu de se déplacer et puis de vous arroser de manière intense, hein, mais courte, hein, après il va aller arroser le jardin du voisin, et bien là il reste bloqué sur votre jardin. On a l'habitude, des fois il nous fait ça pendant 2-3 minutes, et puis derrière, hop, il y a un éclairci. Alors que là, non, là on avait l'impression que justement ça partait plus, que c'était scotché. Voilà, là on l'avait sur la tête et ça bougeait plus. En fait, on commence à avoir des problèmes quand on a des épisodes stationnaires. Les mêmes cellules orageuses suivent les mêmes trajectoires et vont arroser les mêmes territoires. Thierry Lafont est pompier volontaire à Vaison-la-Romaine. Mais ce jour-là, il travaille comme maçon sur un chantier. Après 2 heures de pluie incessante, il réalise que la situation n'est pas habituelle. Il commence à pleuvoir tranquillement. Voilà. Par contre, on entendait tonner toujours sur l'arrière. Et mon chef d'équipe de l'époque me dit, nous on va arrêter parce que là c'est plus possible de travailler, on ne peut pas faire du bon boulot, donc on va arrêter. Donc on rentre justement à notre dépôt qui est à 500 mètres du pont romain. Et là par contre, voilà, là ça tombait. Et quand on passe déjà, on voit que l'Ouvèze avait été bien monté. Donc déjà là on était relativement surpris. Bon, des pluies fortes, c'est déjà arrivé. Par contre, en général, une pluie forte, elle dure un quart d'heure. C'est-à-dire une pluie orageuse, c'est violent, mais ça dure un quart d'heure, après c'est fini. Là, ça continue, on entendait que ça continuait à pleuvoir. Au moment où j'ai vu surtout des lames d'eau énormes descendre du ciel, et là, je me suis dit, on va avoir des problèmes. Il est midi quand, par miracle, les précipitations s'arrêtent. De mémoire de Vaisonnais, on n'avait pas vu une telle pluie depuis longtemps. Malheureusement, l'accalmie est de courte durée. 13 heures. 1 heure après la fin d'un premier épisode pluvieux, les précipitations reprennent de plus belle. Et cette fois, elles vont avoir des conséquences bien plus dramatiques. Le long des massifs montagneux qui entourent la ville, la pluie est si forte qu'elle déclenche un mécanisme bien connu des hydrologues, le ruissellement. S'il a beaucoup plu, même un sol poreux, même un sol qui a plutôt tendance à infiltrer, au fil du temps, il va finir par se saturer. Il faut imaginer comme une éponge. Une fois que cette éponge elle est remplie d'eau, elle ne va plus rien accepter. Donc toute goutte d'eau qui va vouloir s'infiltrer, elle ne pourra plus, il n'y a plus la place. Donc
ça va ruisseler. Et qu'est-ce qui va se passer sur tout le long de son chemin? Il y a une partie de l'eau qui tombe sur le sol, qui va s'infiltrer dans le sol, et une autre partie, elle, qui va ruisseler. Et plus le sol se gorge d'eau, plus le ruissellement est important. On va voir progressivement gonfler les débits et les rendements d'écoulement. Alors ça c'est un terme un peu technique, mais c'est le rapport entre le volume de pluie et le volume qui s'écoule. Donc au départ, sur ce type d'épisode, les rendements d'écoulement sont très faibles, 1, 2, 3%, 4%. Et puis au fur et à mesure que la pluie se maintient, on va atteindre 10, 20, 30%. Et dans certains cas très exceptionnels, on peut même atteindre 100%. À 100%, les sols sont totalement étanches. Lorsqu'elle tombe, l'eau est alors immédiatement entraînée par la pente. Ensuite, cette pluie qui tombe au sol, elle va rejoindre la rivière. Il faut comprendre que la rivière, c'est un peu comme un entonnoir. Vous êtes en bas et l'eau va descendre de haut en bas. Vaison-la-Romaine étant entourée de massifs montagneux, toute la pluie qui tombe sur la région descend dans l'Ouvèze. Avec le ruissellement, la rivière se transforme. Personne ne s'en rend compte au début, mais en seulement quelques minutes, l'Ouvèze prend des dimensions hors normes. Niveau, volume, puissance, tout est démultiplié. Il faut dire que les sources d'eau sont nombreuses. Donc c'est les petits affluents qui sont juste situés au-dessus de Vaison-la-Romaine qui alimentent l'Ouvèze. C'est ces petits affluents, cette toute petite rivière qui ont été durement touchés par l'orage stationnaire et qui ont reçu toute la quantité d'eau. À 15 h, l'inquiétude grandit aux abords de l'Ouvèze. En effet, à quelques centaines de mètres en amont du centre-ville, se trouvent deux zones en première ligne, car situées au niveau même de la rivière. Un camping de 450 places et juste en face, le lotissement Théos. C'est monté à une vitesse grand V. Après, quand je suis arrivé au niveau du camping, déjà, je voyais les premières caravanes qui étaient vraiment côté rivière, qui commençaient déjà à bouger. Voilà. Donc là, après, ça s'est fait à une vitesse, mais très rapidement. Et toute l'étendue qu'il y avait avant le camping, c'est devenu un lac. Je réalise qu'en face de moi, j'ai plus des arbres avec une rivière qui coule au pied, mais j'ai un lac, une mer, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et je me rends compte à ce moment-là que l'eau est au niveau des bâtiments du camping, l'eau est au niveau du toit. Et donc les arbres, on envoyait le bout qui dépassait bien sûr de l'eau, mais il restait... Et les cris venaient des personnes qui s'étaient accrochées dans les arbres. Sur le cours de l'Ouvèze, au village Vacances Famille, on avait installé un système d'alerte de crue. Mais la lame a été tellement rapide que le système a été détruit avant de lancer quoi que ce soit. Une coulée de boue de 50 cm envahit le camping où les touristes sont nombreux. Malgré l'alerte, les campeurs sont restés. Ils n'imaginaient pas un tel danger. Je vois les caravanes qui bougent, je vois des gens qui crient dans les caravanes, je vois des gens qui appellent au secours. Et je vois plein de gens qui voulaient retourner chercher leurs affaires, leurs voitures. Des gens, il y a mon fils, il y a ma femme. Chez moi, je suis au-dessus de la rivière. Je la domine, l'ancien camping. J'entends des cris de chez moi. Et moi, sur le moment, je me demandais ce que j'entendais. Je ne savais pas trop exactement ce qu'il y avait. Alors là, en voyant cette situation-là, parfois, je me dis, là, il se passe quelque chose de... Il y a un vrai problème. Marguerite Portaillé vit avec son mari face au camping, dans le lotissement Théos,
située sur les rives de l'Ouvèze. Lorsqu'elle voit l'eau monter, elle et son mari n'ont alors qu'une fraction de seconde pour réagir. J'ai dit à mon mari, il faut monter, on va se noyer. On est monté, on est arrivé alors à notre appartement réellement au premier. L'eau nous a suivis jusqu'au dernier escalier. On pensait que c'était la fin, hein. Ça réellement, on pensait que c'était la fin. Surtout quand on avait vu cette eau qui montait à cette allure. Alors on est retourné vite à la fenêtre, il y avait des caravanes alors qui descendaient devant chez nous. Et les gens qui tapaient dans les caravanes. Et de l'eau, et des voitures, et des caravanes, et des meubles, et de tout qui était emporté. Même les pompiers sont impuissants. Alain Desfossés est alors volontaire à Vaison-la-Romaine et se rappelle ce moment où il a vu le lotissement sous les eaux. Je voyais sur 200 mètres de large de l'eau partout, les gens qui montaient sur les toits, des gens qui étaient sur la route qui criaient au secours, qui criaient à l'aide, qui essayaient de communiquer avec ceux qui étaient sur les toits. Donc c'était une situation qui nous dépassait, quoi. En quelques minutes seulement, la catastrophe s'accélère. Tous les regards sont alors tournés vers l'une des perles touristiques de la ville, le pont romain, 2 fois millénaire. Car l'ouvrage est situé à un endroit bien particulier. Dans cette partie-là du lit mineur, on a un resserrement qui est lié à la morphologie, à la géologie même du bassin. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, on a 2 éperons rocheux. Et donc, comme ça ne peut pas s'écouler aussi vite que possible, et du coup, ça monte. Ça fait un phénomène de blocage naturel. Le pont va-t-il réussir à évacuer la quantité d'eau considérable qui s'apprête à le traverser? Les affluents se chargent et comme on a un phénomène de goulet à Vaison, comme on a un volume d'eau qui est très important, le volume d'eau ne peut pas passer par la section aussi vite que l'on aimerait. Il y a ce phénomène de goulet. Donc comme on a un phénomène de blocage, qu'est-ce qui se passe? L'eau monte progressivement et ça monte jusqu'à 17 mètres. En seulement 2 heures de temps, la hauteur de l'Ouvèze est passée de quelques centimètres à plus d'une quinzaine de mètres. Et comme si cela ne suffisait pas, une nouvelle menace va s'ajouter au désastre. Noyés par les eaux, les bâtiments vont voir leur structure directement attaquée. Il est 15h30 quand un nouveau phénomène s'enclenche, prenant une nouvelle fois les habitants par surprise. L'eau va creuser en fait, creuser son lit, et souvent le creuser de manière encore beaucoup plus efficace au voisinage des obstacles. Ce phénomène porte un nom, l'affouillement. En fait, l'eau va progressivement éroder la berge et venir affouiller les fondations des murs. Et une fois que les murs n'ont plus de fondation, ils tombent sous leur propre poids. Avec l'affouillement, l'érosion ne se fait plus en surface, mais sous l'eau, au niveau même du sol et des structures. Le courant est si fort que des tourbillons et des turbulences se créent aux abords des obstacles. Telle une machine de forage, l'eau ronge et creuse les fondations. Les maisons sont menacées, et particulièrement celle du lotissement Théos. À l'époque, pompier depuis seulement 2 mois, Alain Desfossés est confronté ce jour-là à une situation exceptionnelle. Il garde en tête les images de son arrivée sur les lieux et de ce qu'il a vu. À ce moment-là, quand j'arrive sur Théos, il y avait une famille que je connaissais. Cette famille était sur le toit et la maison est partie. La maison est partie, elle a tourné sur elle-même, elle a été happée, elle est partie. Le papa a disparu tout de suite sous l'eau. La maman, elle a nagé pendant un petit moment, elle a essayé de venir vers nous et puis elle n'a pas réussi. Il y a une fille qui a nagé aussi, qui a été emportée, qu'on n'a pas vue. Et puis un petit garçon qui pour moi avait disparu, quoi. Donc cette famille avait, dans sa totalité, été emportée par l'Ouvèze. Et puis environ 1 heure après, on m'a dit mais il y a un petit dans un arbre. Et en fait, il s'est avéré que c'était le petit que j'ai vu partir. À ce moment-là, j'avais très peur. C'était très dur. Je n'ai pas réfléchi, j'ai enlevé mes bottes.
Et je suis parti dans l'Ouvèze. Je faisais le bouchon, j'allais au fond de l'eau, je remontais, j'allais au fond, je remontais. J'étais balancé dans tous les sens. Et je me suis retrouvé sur l'arbre où il y avait le petit. Alors qu'il y avait plusieurs arbres à côté, je me suis retrouvé sur l'arbre où il y avait le gamin. Il était tétanisé. En fait, il n'était pas sur une branche, il tenait à des lierres. Il était tétanisé à des lierres. Et puis je lui ai dit, t'es champion du monde. Je lui ai dit, c'est... Il n'y a que toi qui es vivant. Je souhaite à aucun pompier, à personne de voir et de subir ce qu'on a subi. De son côté, le maire est aussi très inquiet. Le niveau d'eau continue à monter. Et ma première idée, parce qu'il y avait quand même 600 enfants à l'école, et que l'école est en bordure de la rivière, ma première idée était de me précipiter dans cette école pour voir s'il n'y avait pas de problème avec les enfants, s'ils avaient pu... Et tout ça pour arriver aux écoles et voir avec soulagement que tous les enfants avaient été mis à l'étage et donc il n'y avait pas eu de problème à ce niveau-là et que tout était en sécurité à l'école, mais avec 2 mètres d'eau. Dans le centre de la ville, ce sont d'autres constructions qui inquiètent les Vaisonnais. Les ponts vont-ils résister à la pression ? Après, les conséquences vont dépendre des fondations. Si les fondations ne sont pas profondément ancrées, à partir du moment où l'affouillement atteint le socle de la fondation, la pile va glisser. 16 heures. La pluie s'arrête, mais le niveau de la crue atteint 17 mètres. Le danger est d'autant plus fort qu'il ne s'agit plus seulement d'eau. À force de creuser le sol, elle s'est chargée en terre, végétaux et autres éléments. Et le gros souci, c'est que l'eau, elle était beige, elle était marron, on voyait rien en fait. Ruissellement et affouillement nourrissent alors un autre phénomène, la compétence de l'eau. Une compétence, c'est de la puissance, c'est-à-dire que c'est un rapport entre l'énergie, la vitesse d'écoulement et la force qu'elle a pour soulever des matériaux. Plus l'écoulement devient compétent, plus il va être capable d'inciser les berges et plus il va se recharger en sédiments solides. Et donc on a vraiment ce phénomène d'auto-alimentation. J'érode, je me charge, je deviens plus compétent, j'érode à nouveau, etc. Impuissant, Claude Haut, le maire, tente de prévenir les secours. Car sans téléphone portable ni internet, en dehors de la ville, personne ne réalise l'ampleur de la catastrophe. Personne n'était au courant de rien. Il n'y avait plus, les gens étaient chez eux, et personne ne s'était rendu compte de quoi que ce soit. Tous les télétomes étaient hors service. Les gendarmes, malheureusement, eux aussi, n'avaient plus les moyens de fonctionner. On n'avait pas de moyens de communication, tout était coupé. À 50 km de là, à Avignon, Daniel Morin est journaliste pour une radio locale. Lui non plus n'est au courant de rien. Mais la station commence à recevoir des appels d'auditeurs particulièrement inquiétants. On a eu ce jour-là des appels d'auditeurs, de gens qui nous décrivaient des situations ou qui nous demandaient « Je suis bloqué, est-ce que vous savez ce qui se passe? Pourquoi je ne peux pas aller à tel endroit? On m'a dit que... » Et donc, toutes ces informations remontant à la rédaction nous ont permis de mieux cerner la difficulté qui était la nôtre à ce moment-là. Dès le début d'après-midi, première partie d'après-midi, on envoie du monde sur place, avec des journalistes, là encore, sans téléphone portable, je rappelle. Et puis des journalistes qui, comme beaucoup d'automobilistes, se retrouvent bloqués sur des routes, parce qu'on ne peut pas aller plus loin, et donc on ne peut pas aller, entre guillemets, sur site. On ne peut pas progresser sur zone. Ni les journalistes, ni les autorités n'imaginent la gravité de la situation. « 16h35. Le camping est littéralement balayé par les flots. Les caravanes sont emportées. Dans le cœur de la ville, touristes et Vaisonnais assistent impuissants à la catastrophe. À l'époque, les caméscopes commencent seulement à faire leur apparition. Un vidéaste amateur enregistre pendant près de 2 heures les scènes de déluge qui l'entourent. Voici les rares images tournées au plus fort de la crue.
tout est emporté. Des voitures, des caravanes, des arbres. L'eau ne fait aucune différence. Il y a quelques heures, sous le pont de Vaison-la-Romaine, s'écoulait une petite rivière au débit d'1 mètre cube par seconde. Désormais, c'est plus de 1000 mètres cubes qui défilent, de quoi remplir une piscine olympique toutes les 2 secondes. Très impressionnant, c'est la vitesse, personne n'aurait pu rester dans le flot, il était emporté. Je veux dire, personne ne pouvait résister à la puissance de l'eau qu'il y avait à ce moment-là. En amont du pont de Vaison-la-Romaine, la vitesse se situe entre 3 et 5 mètres par seconde. Et la grande surprise a été de constater que l'eau, même pendant des crues très exceptionnelles, ne coule pas si vite que ça. Ce qui a surpris, c'est cette montée des eaux brutales et cette vague énorme. J'ai souvenir du restaurant L'Escargot d'Or, qui était un hôtel qui était parallèle au Pont Neuf. Il a été littéralement éventré. Il a explosé sous le force de la vague. Quand on voit les parapets du pont romain emportés, c'est-à-dire, ça veut dire une hauteur d'eau de plus de 17 mètres à cet endroit-là. Lorsqu'on voit le deuxième pont qui, lui, est également endommagé, lorsqu'on voit toutes les maisons emportées le long de la rivière, on se dit c'est la catastrophe. Il y avait de tout, des voitures, toutes les voitures des environs qui étaient garées, tous emportés. D'autant que dans le lotissement, les constructions ne sont pas seulement victimes de l'affouillement. Une autre menace attaque leur structure. En effet, les parpaings qui les composent étant plus légers que l'eau, un phénomène de poussée vers le haut s'exerce alors sur l'ensemble de l'édifice. On a des bâtiments de construction relativement récente, qui sont des bâtiments en béton, hein, des maisons avec des dalles béton, et en parpaing. Donc en fait la maison tient par le mortier, le ciment qui lie les parpaings entre eux. La poussée d'Archimède, puisque la maison est sous l'eau, alors elle s'est peut-être remplie d'eau, mais les parpaings, eux, sont creux et non remplis d'eau, donc une poussée d'Archimède qui s'exerce, poussée vers le haut, et la poussée latérale font que la maison a été balayée. Et d'ailleurs, sur les images, on voit très très bien ces dalles complètement nettoyées, hein, qui restent du lotissement. Mais si de nombreux bâtiments ont été détruits, une question se pose pour ceux qui voient le pont gallo-romain submergé. Le vieil édifice va-t-il résister? Même s'il sait le pont solide, le maire de la ville est inquiet pour l'ouvrage. Tout ce qui pourrait venir le percuter, parce qu'il y a eu des caravanes, il y a eu des citernes, il y a eu tout ça donc, est venu percuter le pont. Je me suis posé la question de savoir si ça tiendrait. Pourtant, malgré ses 2000 ans d'âge, le fameux pont gallo-romain tient bon face aux eaux torrentielles de l'Ouvèze. Lorsque les Vaisonnais parlaient, disaient « Notre pont romain a résisté ». Donc ce pont romain, c'est mythique pour les Vaisonnais parce que d'abord, ce pont avait résisté aux crues il y a une centaine d'années. Il a résisté aussi aux Allemands qui ont voulu le faire sauter en 1944 et qui ne sont pas arrivés. Ils ont mis un explosif qui a juste fait un petit trou comme une casserole, là. Donc ils n'ont pas réussi non plus. C'est par là que les Américains sont venus libérer la ville de Vaison-la-Romaine. Ce pont romain était mythique. Et pour eux, qu'il ait résisté, c'était quelque chose de phénoménal. Je pense que la structure même du pont fait que
il est fait pour résister encore très longtemps. Jean-Marc Mignon est architecte et archéologue. Il a étudié le pont de Vaison-la-Romaine et pour lui, la solidité de sa structure ne doit rien au hasard. Il est construit en grand appareil ou opus quadratus, c'est-à-dire des grands blocs de pierre qui sont liés entre eux par des crampons et des agrafes métalliques. Alors les agrafes métalliques, ce sont des pièces de métal qui font environ 40 à 45 cm de longueur, 6 à 7 cm de hauteur et qui sont encastrées dans des mortaises qui ont la même forme et qui sont destinées à recevoir ces agrafes. Et ces agrafes, après, sont scellées avec du plomb fondu, de façon, d'une part, à les protéger de la corrosion, d'autre part, à les maintenir parfaitement dans les mortaises qui ont été creusées pour les recevoir. Donc une construction qui est très résistante, très solide. Mais il a résisté également parce qu'il est véritablement ancré dans le rocher de part et d'autre, puisqu'en fait, il est construit à l'emplacement d'un étranglement du cours de l'Ouvèze. Sauvé par la qualité de sa construction, le pont gallo-romain fait figure d'exception. Car après le camping, c'est au tour du lotissement d'être rayé de la carte. Lorsqu'ils arrivent, les secours extérieurs sont quasiment impuissants et ne peuvent que constater les dégâts. Quand j'arrive, je vois, évidemment, je surplombe le lit de l'Ouvèze et je vois un torrent. L'eau est indomptable. On ne dompte pas l'eau. De leur côté, les pompiers sont impuissants. Leur caserne a elle aussi été inondée. Alors les gens voyaient 2 pompiers, ils avaient l'impression que c'était bon. En fait, on n'avait pas de moyens, on était à pied. Également pompier, Thierry Lafont se retrouve dans l'incapacité de porter secours aux sinistrés. Jusqu'à ce qu'une aide inattendue se présente à lui. Je vois arriver ce monsieur avec une barque. Donc, une opportunité, un coup de chance. Donc, je lui dis, moi, les barques, je pilote pas les barques, mais par contre, on la met à l'eau et on va chercher les gens. Et puis, de suite, les gens nous ont aidés, on a mis cette barque à l'eau et on a ramassé, je ne savais même pas combien on avait ramassé de gens, en fait. Puis voilà, il s'est avéré que c'était 36 personnes qu'on avait sorties. 17 heures. Alertés par les premiers secours, les autorités déclenchent le plan Orsec. Des hélicoptères commencent à secourir des victimes réfugiées sur les toits. Les gens, ils commençaient de monter sur les toits. Et puis après, peut-être une demi-heure après, on a vu les hélicoptères qui commençaient de tourner et qu'un ont sauvé. Beaucoup ont été sauvés de dessus les toits. Sapeurs-pompiers, Croix-Rouge, militaires, de nombreuses forces sont mobilisées sur les lieux de la catastrophe. Incontestablement, il faut tout organiser, il faut tout mettre en place. Donc c'est-à-dire qu'il faut faire venir des renforts, les militaires et les pompiers, les colonnes de pompiers des autres départements qui sont disponibles. 18 heures. Vaison-la-Romaine ressemble à un véritable champ de bataille. L'eau est l'ennemi à combattre et elle est partout. Il n'y a pas une seconde à perdre. La première phase, c'est essayer de sauver le plus possible de monde. Et ça c'est un instant très court, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est très court. Vers 18 heures, c'est fini. Après, on ne fait que des recherches. Le premier bilan fait froid dans le dos. À 22 heures, alors que la décrue s'amorce, on parle déjà de plus de 21 victimes. Alain Rissetto coordonne sur place les équipes de la Croix-Rouge. L'association, habituée aux zones de conflit, n'avait jamais eu à gérer sur le sol français une situation aussi urgente et de cette ampleur. 1500 secouristes sont appelés en renfort.
Très vite, on identifie effectivement des besoins. On connaît les lotissements qui ont été touchés sur Vaison-la-Romaine. On installe un poste de commandement opérationnel sur le site de Théos. On sait qu'il y a tout un travail de reconnaissance à effectuer. Alors, les instructions des gens qui vont partir dans le Nord, ils ont plusieurs instructions. C'est dans un premier temps, il faut qu'ils prennent absolument les coordonnées du maire ou un représentant de la mairie. Il faut qu'absolument ils aient le nombre d'habitants de tous les villages visités. Qu'en même temps, ils fassent le point au niveau de l'eau et l'électricité sur chaque village. Et qu'ils peuvent... La Croix-Rouge doit reloger d'urgence les sinistrés. Mais surtout, la crue ayant endommagé les réseaux d'électricité et les canalisations, il faut leur apporter un besoin vital, de l'eau potable. Pour la première fois, la Croix-Rouge française a mis en place sur le terrain, dans le lotissement de Théos, une machine de potabilisation de l'eau qui permettait d'assurer la distribution d'eau au travers des rampes de distribution, mais surtout, et pour la première fois, avec une machine qui a été financée par le ministère de la Santé, proposer de l'eau en sachet dans des berlingots, ce qui nous permettait d'avoir des berlingots d'1,5 litre d'eau potable que nous pouvions directement distribuer chez les habitants. Vaison-la-Romaine ne ressemble désormais plus à la jolie petite commune de Provence. Ah, ça fait cimetière, hein, le déballage, ça fait la maison, là. Cette maison, celle-ci, éventrée, là. Cette caravane, ils ne sont pas arrivés à la sortir, il y a trop de boue. Et puis le vide. Ben, c'est une chape de silence. En bas à Burus, tout le parking avait disparu. Des restaurants, plus rien. Le village de Théos, le lotissement de Théos, des maisons éventrées, coupées en deux. Vous voyez qu'il y avait un lotissement, il n'y a plus rien, tout est détruit. Vous voyez des amas de pierres par-ci, par-là, mais pratiquement on voit que les dalles des maisons. Vous voyez, tout est en l'air. Bon, c'est là qu'il y a un gros travail à faire, quoi. Le bilan est terrible. Il y a 15 morts au lotissement Théos et au moins 11 au camping. En tout, dans la région, ce sont 46 personnes qui ont perdu la vie, dont 37 à Vaison-la-Romaine. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un nombre de personnes décédées aussi important. Je ne m'attendais pas à ça. La facture des dommages s'élève à 460 millions d'euros, de quoi émouvoir la France entière. Cette rivière, vous l'avez vu, a tout emporté, dévasté, tué, détruit et traumatisé toute une population. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'être là, ce soir, au milieu de cette population, d'abord pour l'entendre. Les images des sinistrés et les émissions spéciales de télévision et de radio vont déclencher un élan de générosité sans précédent. Les dons affluent de tout le pays, et pas seulement. Le réconfort pour tous les Vaisonnais, c'est de voir cette solidarité qui s'est manifestée. Je crois de toute la France, même d'Europe, sans compter des aides matérielles, mais des aides physiques, où des gens sont venus de toute la France spontanément se mettre à disposition pour nettoyer les maisons, pour aider. Et puis ça a été un véritable réconfort pour les Vaisonnais. À l'heure de la reconstruction, une question se pose à présent. Comment éviter qu'un tel drame se reproduise ? Vaison-la-Romaine reste un cas d'école pour les spécialistes, météorologues et hydrologues. Pour eux, une seule certitude, ce type de catastrophe va forcément se renouveler. Avec les évolutions climatiques et puis surtout la crainte, c'est une intensification des pluies, notamment dans le sud-est de la France. On risque d'avoir des dommages hydrologiques ou météorologiques aussi intenses. Et peut-être, malheureusement, je ne le souhaite pas, mais je crains malheureusement qu'on ait peut-être un ou deux événements d'une ampleur plus forte
que Vaison-la-Romaine. On apprend donc que les limites que l'on croyait pouvoir donner à un épisode pluvieux orageux peuvent toujours être dépassées. Si l'on ne peut éviter la catastrophe, on peut en limiter les dégâts. Mesure emblématique, après la tragédie,